Bonjour, bonsoir tous. Ici Max Gagnon pour votre téléjournal des Basques et du Haut-Pays. Entre Trump qui kidnappe le président vénézuélien Maduro et Legault qui démissionne, la droite mondiale semble en pleine ébullition. Est-ce que le Canada va se rapprocher de la Chine pour contrebalancer la domination des États-Unis sur notre économie? Allons-nous envoyer des troupes pour défendre le Groenland? Ces questions titillantes me donnent une envie folle de me partir un podcast de géopolitique. Mais avant toute chose, les priorités, c'est-à-dire ce qui arrive chez nous. Bien sûr, avant de présenter les reportages, voici vos nouvelles en rafale. Après une autre saison de navigation record en 2025, avec 38 000 passagers à son bord, l'Héritage 1, qui relie Trois-Pistoles et les Escoumins, le capitaine, nouveau conseiller municipal et rappeur à 16 heures, Jean-Philippe Rioux, veut développer un projet majeur afin d'assurer l'avenir du bateau. D'ici 5 ans, il souhaiterait aménager une cale sèche sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, afin de mener les travaux d'entretien du navire de façon indépendante, à Trois-Pistoles. Une glissade solidaire aura lieu le 7 février de 16h à 19h au parc du Mont-Saint-Mathieu, à l'initiative de l'Éveil des Basques. Cette activité de sociofinancement vise à soutenir les personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. Les fonds amassés serviront notamment à appuyer la maison Martin-Matt de Trois-Pistoles. Les participants pourront profiter de la glissade sur tube, de prix de présence, d'un tirage moitié-moitié, ainsi que de collations et de boissons chaudes. Content de voir que certains parents laissent encore leurs enfants perpétuer la tradition des jeux sur une butte de neige. À quand le couronnement du roi ou de la reine de la montagne? Nous restons à l'affût. Le mercredi 15 janvier, près de 400 personnes se sont réunies dans une église de Poenegamuk afin de réclamer le maintien des services d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au CLSC. Les citoyens redoutent une réduction des services. Les participants demandent un moratoire d'1 an sur tout changement à ce niveau. Le maire, Benoît Morin, a réitéré que l'urgence de Poenegamuk demeure non négociable. On peut voir que dans toute la région, les citoyens se mobilisent pour sauver leurs services de santé. On leur souhaite bon courage. Ce dimanche 25 janvier, sur nos ondes, sera diffusé le fameux Téléradioton de la ressource avec des performances de Marie-Carmen, Paul Pichet, Damien Robitaille, Jeanne Côté et plusieurs autres. Wilson s'est entretenu avec Nelson Mainville, le metteur en scène de l'événement. On écoute. Alors bonjour tout le monde, ici Wilson pour la TCBA. J'ai avec moi Nelson Mainville, grand artiste et écrivain de chansons et plein d'autres titres que je ne nommerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai avec moi pour qu'on parle du Téléradioton, le 29e de La Ressource qui va passer à la télé, qui va être diffusé le 25 janvier prochain. Comment ça va, Monsieur Mainville? Ça va très bien, je vous remercie. Super, fantastique. Donc là, vous êtes le metteur en scène de cette 29e édition. Moi, la première question qui me vient en tête personnellement, c'est l'ampleur de la tâche. Donc, au niveau logistique, préparation, parlez-moi un petit peu de l'ampleur de cette tâche-là. Ben, pour chaque téléradioton qu'on fait, ou chaque spectacle qu'on fait qui va être capté et qui va être retransmis par la suite par des stations de télévision comme la vôtre, on commence à travailler sur le spectacle, sur la recherche d'artistes à partir du mois de mai à peu près. Donc là, tu vois, on est au mois de janvier. On est à une semaine à peu près du spectacle, même pas. Le spectacle est dans quelques jours. Et puis, donc, on commence à parler, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et puis, moi, je commence tranquillement à regarder, voir s'il y a des artistes que je rencontre occasionnellement qui seraient intéressés. Comme par exemple, l'année dernière, je me suis retrouvé, on avait Linda Lemay sur le spectacle, et pour ceux qui s'en souviennent. Et ça a donné qu'un soir, dans une salle de spectacle, j'étais assis à côté d'elle pour aller voir un show. Alors, j'y ai dit bonjour, et ensuite, j'ai dit, « Tu ne seras pas disponible au mois de janvier? » Et c'est comme ça que ça se fait, par des contacts, par le hasard, et aussi par des fois par
dire, qu'est-ce qu'on pourrait bien, ça serait quoi notre ligne cette année, ce serait quoi notre slogan, tu sais, notre sujet, notre thème, puis tout ça. Et j'avais vu Paul Piché chanter, en fait, sur un média social, Paul Piché qui récitait son texte de L'Escalier, la chanson L'Escalier. Et ça, c'était au printemps dernier. Et je m'étais dit, mon Dieu, la fin de l'escalier, ça dit, pour aider le monde, il faut savoir être aimé. Et là, je me suis dit, Paul Piché, si j'ai Paul Piché, mon thème, ça va être pour aider le monde. Parce que là, ça va de soi. Et finalement, j'ai appelé Paul. Et ben voilà, il a dit oui. Alors, il va être là. Et c'est comme ça que ça se construit. Après ça, ben, j'ai dit, je suis allé voir Marie-Carmen en show. J'ai dit, je suis allé voir après en coulisses. J'ai dit, hey, ça tenterait-tu de venir à Rimouski? Là, elle me dit, ma mère vient de Rimouski. Ben, j'ai dit, garde, ça te ferait une belle occasion pour revenir voir tes racines. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Et graduellement, donc jusqu'au mois d'octobre, à peu près, là, on trouve les ingrédients qui vont faire que comment je dirais, la recette va prendre et puis qu'on espère toujours que ce soit bon. J'adore, c'est un processus très créatif. Fait qu'au lieu de dire je veux ça comme résultat final, voici les étapes que je dois faire, c'est l'inverse. J'ai trouvé une pomme, j'ai trouvé une pâte, mais je peux faire une tarte aux pommes. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de procéder comme souvent on va procéder, c'est-à-dire avec un but et ensuite on essaie d'atteindre le but, Exact. l'idéal, c'est de trouver les ingrédients et de savoir, quelle recette je vais pouvoir faire avec ces ingrédients-là. Alors, des fois, ça nous fait des surprises et on ne peut pas décider avec juste un ingrédient, par exemple, de faire ça. Alors, c'est ce genre de truc-là. C'est comme ça que moi, j'opère à chaque fois. C'est-à-dire, les disponibilités des artistes sont à la base la clé du truc. T'sais. Ensuite de ça, on détermine, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ces artistes-là? Ils font telle chose, et on cherche dans le répertoire qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce qu'il va bien faire. Et puis, il y a des classiques. Si j'ai Marie-Carmen sur scène, puis qu'elle chante pas l'Aigle Noir, je vais me faire pousser des tomates. Voilà, alors il y a de ça aussi. Voilà. J'adore le processus. C'est très créatif et spontané, mais je pense que pour plusieurs, ça serait source d'anxiété et de stress de juste y aller pas à pas et de voir justement l'escalier apparaître au fur et à mesure. Vous, ça vous cause pas de stress plus qu'il faut? Non, ben je sais comment ça marche, là, si on veut, et puis c'est pas mon premier. Non, une fois que les artistes sont réunis, là, il s'agit juste de voir quel est le lien entre eux, entre elles. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et puis, vous savez, la mise en scène, c'est l'art de disparaître. Pour moi, faire une mise en scène, c'est que le spectateur qui est assis dans la salle croit qu'il n'y ait pas de mise en scène. Il faut pas qu'il croit qu'il y a une mise en scène, il ne faut pas que ça paraisse. Il faut que le spectacle s'enchaîne, un élément, comme si c'était une soirée d'improvisation, et les choses arrivent, et les micros apparaissent comme par magie au bon endroit, au bon moment, et les musiciens apparaissent comme ça, comme par magie au bon moment, comme si c'était de la magie, comme si tout ça n'était pas prévu, alors que tout est écrit de A à Z, tout est prévu au moindre centimètre, mais seulement le métier, le travail du metteur en scène, c'est que tout ça, ça paraisse pas. Et ça vous dérange pas un peu le côté, pas ingrat, mais non célébré de ce métier-là? Parce que comme vous dites, le but, c'est de disparaître. Si on sent qu'il y a un metteur en scène, alors le metteur en scène a échoué. Souvent, on célèbre les acteurs, les comédiens, les musiciens, mais on parle pas. C'est comme en cinéma, on va célébrer l'acteur ou le réalisateur, mais on pense pas au scénariste qui a écrit, en fait, l'histoire, ni même au monteur Oui, qui a c'est monté ça. l'histoire. Ouais. C'est les métiers comme ça, c'est les métiers de l'ombre. Et c'est très bien aussi, parce qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut, puis tout ça, puis on ne travaille pas pour nous, on ne travaille pas pour notre image ou notre trademark, comme on dit. Alors, c'est bien. Et puis, ça paraît toujours un peu quand même. L'idée, c'est que nous, notre récompense aux metteurs en scène, à ceux qui travaillent dans l'ombre, dans le fond, c'est que tout ça fonctionne et que le public ressorte du spectacle heureux et se dise, mais mon Dieu, que ça a passé vite. Regarde, tu vois, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu comment dirais, de temps mort. C'est d'éviter tous ces petits trucs-là, souvent, qui arrivent quand on n'est pas trop préparé, quel micro qu'on prend, quel ci, quel ça. Alors, tout ça, c'est déjà tout prévu déjà, là. Moi, ça fait 2 semaines que je sais que tel micro, entre telle chanson et telle chanson, il va apparaître de ce côté-là par un technicien qui va venir le porter directement à tel endroit. Et tout ça, c'est tout comme une valse, c'est comme une danse. Et dans le fond, les répétitions servent à chorégraphier, à répéter cette chorégraphie-là.
Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et là, vous dites que c'est pas votre premier. Ça fait combien de temps que vous faites le téléradioton de la ressource? Le Téléradioton, ça fait 7 ans que je fais la direction artistique et la mise en scène du Téléradioton. Alors, bon, c'est ça, là, on commence à voir aussi avec l'équipe, tout ça, une communication incroyable. On se Oui. regarde puis on sait ce qu'on veut, hein, puis tout ça. Il y a très peu de changements dans l'équipe depuis que je suis là. Les éléments sont là. Notre animateur, Marc-Antoine Lévesque, est là depuis que je suis là aussi. Et puis, c'est un gars de Rimouski, puis il connaît sa région, puis il connaît son monde. Et tout ça fait que, et puis la technique, et puis Méga-scène, Stéphane Mongrain, au son, on sait qu'on va être comme dans notre salon, on sait que ça va être bon parce que ça sera ni trop fort, ni pas assez fort, ça va être parfait, on sait que le son va être bon parce que le son est bon, dit Stéphane. Alors, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que c'est un pur bonheur aussi d'aller là parce qu'on le fait pour quelque chose de plus grand que nous. On le fait pour aider le monde. On le fait pour les personnes handicapées de nos régions. Alors, l'important pour nous, c'est de donner un bon show, mais l'important aussi, c'est de donner le goût au monde qui vont nous écouter d'envoyer leur petit 10 piastres, d'envoyer leur petit 5 piastres, d'envoyer un petit peu d'argent pour aider leurs voisins, dans le fond. Parce que quand tu donnes au téléradioton, tu n'aides pas le monde au bout du monde. T'aides ton voisin, t'aides ta voisine, t'aides ton mononcle qui a un enfant handicapé à refaire sa salle de bain pour adapter ça. C'est ça que tu fais. Alors, c'est pour ça que ça marche aussi. C'est pour ça qu'on a notre objectif presque à chaque année. Hein. On veut recueillir autour de 300 000 et puis ça aide, puis ça reste dans la région. Ça va de Gaspé aux îles de Madeleine, le Témiscouata, le KRTB, tout ce monde-là bénéficie des dons, des petits dons et des grands dons de chacun. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a rien qui fait en sorte il y a rien qui fait mieux travailler et offrir un meilleur travail que de travailler pour une cause plus grande que soi. Souvent, on travaille pour notre propre bénéfice personnel, notre propre gloire personnelle, mais quand pas se soumettre, c'est peut-être pas le bon mot, mais ou même se sacrifier à une cause plus grande que nous, c'est là qu'on voit vraiment les miracles survenir. Mm. C'est ça. Et puis tout le monde le fait hein, dans cette générosité-là, dans l'idée. Les artistes viennent gratuitement à Rimouski passer 4-5 jours. Il y aurait peut-être d'autres choses à faire. Et puis ils le font. On essaie de les gâter un peu. Là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un bout. Là, puis ils prennent le temps, ils le font parce que les artistes à qui on demande, on sait qu'ils ont du cœur. Puis tout ça. Alors c'est tout ça qui fait qu'il y a une magie, une chimie et puis la collaboration des télévisions communautaires qui font que le message aussi que nous transmettons traverse les écrans et se rend dans les salons. Hein, par un beau dimanche, là, comme on va être le 25 janvier, là, ou peut-être qu'il va faire une tempête, bien, il va y avoir un peu de chaleur dans la télévision. Et ça va être grâce à tous ces artisans-là qui travaillent pour le bien-être des personnes handicapées de nos régions. Amen, amen. Et là, vous, votre métier, pour ceux c'est pas tout le monde qui est dans le milieu des arts, vous m'avez parlé un peu de comment vos rencontres avec les artistes, les appeler, comment vous organisez ça. Avez-vous une ou deux anecdotes qui vous viennent en tête particulière par rapport au métier de metteur en scène, une anecdote cocasse, soit en lien avec le téléradioton ou un autre événement, euh, juste pour inclure un peu les gens dans votre univers? Ah ben écoutez, il y a été un moment donné, on avait l'anecdote de Linda Lemay, quand même, ça c'est intéressant. Tu t'assois à côté, puis et ça, on reste toujours éveillé. Mais à un moment donné, on était le jeudi soir, et là, c'est il y a 2 ou 3 ans, et Marina Orsini était sur le spectacle. J'avais invité Marina, avec qui j'avais travaillé un petit peu à écrire des chansons. Et donc, mais il fait une tempête d'enfer. Et là, on l'attend, non pas le jeudi soir, mais le vendredi soir, parce qu'elle avait un engagement le jeudi. Donc, elle part de Montréal à 4 heures du matin avec l'autobus. Puis là, ça s'en vient. Puis là, la 132 ferme à Rivière-du-Loup. Il fait une tempête. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'elle répète, il faut qu'elle soit là. Le show est le lendemain. On pourrait toujours attendre le lendemain, mais là, elle ne va pas répéter, puis elle a des numéros collectifs. Il faut qu'elle soit là. T'sais. Ça fait que là, on commence à téléphoner, c'était là. Puis là, ben, dans notre gang, il y a l'épouse d'un policier. Et puis là, tu sais, fait que là, on se dit, on peut-tu aller la chercher, je sais pas, il faire un bout en skidoo, aller mettre les 4 flashs, puis partir avec un pick-up de la police, puis aller chercher Marina Orsini. Fait que là, on était presque rendu
au moment où on s'était dit, OK, on le fait, puis là, on avait trouvé quelqu'un pour le faire. Là. On avait trouvé des collaborateurs parce que c'est une grande cause, puis on avait du monde dans notre équipe. Et puis, la patrouille s'en allait de toute façon vers là. C'est qu'on s'est dit, hein, on peut lui refaire faire un petit bout, celle de Rivière-du-Loup, puis celle de Rimouski, puis ils pourraient se rencontrer, puis se transférer Marina-Orsini. Et finalement, juste au moment où on lançait le processus, Marina m'appelle et elle me dit l'autobus vient de repartir, ils ont ouvert la route pour le voyageur pour qu'il puisse passer. Alors, il y avait une charrue en avant du voyageur, puis ça passait. Mais c'est ce genre d'affaires-là, on ne sait jamais. On est en plein hiver et il peut arriver toutes sortes de choses. Mais souvent, sur le retour aussi, il y a souvent des. Ça m'est arrivé une fois ou deux, il est obligé de rester là parce que normalement, on revient le dimanche vers la ville, hein, pour ceux qui habitent en ville. Et souvent, on revient juste le lundi parce que le dimanche, fait une tempête. C'est le 15 janvier. Voilà. Une excellente anecdote. L'escorte, moi, je m'attendais à un hélicoptère, peut-être. Il n'y a aucune ressource qu'on ne va pas déployer pour aller chercher Marina Orsini. Coûte que coûte, elle va se rendre. Et exactement. Ben, c'est pour dire que c'est important, puis que c'est pour dire que, tu sais, il y a quand même, on est dans un timing assez restreint au niveau de la répétition, puis tout ça, de la disponibilité des artistes. Alors, quand il nous arrive un pépin comme ça, faut penser vite puis essayer de trouver des solutions rapides, même si c'est une solution qui enchantait pas tout le monde parce que, quand même. Mais bon, finalement, on n'a pas eu besoin de la police cette fois-là. Mais c'était très bien. au moins, elle était à votre disposition, puis je suis sûr qu'il aurait tout fait pour vous accommoder. La présence, ou plutôt l'absence d'un artiste à un événement auquel on l'attend, est une peur, j'imagine, dans votre métier. Est-ce que c'est votre plus grande peur ou les bris techniques prennent le dessus? Vous, c'est quoi qui vous inquiète le plus lors d'une prestation? Ben, en fait, on est toujours un peu inquiet, même si écoutez, on fait quand même affaire avec des professionnels de la chanson, de la musique, etc. Ce qui, bien sûr, on est toujours un peu à l'affût de ce qui va se passer. Juste l'année passée. Alors, on est prêt. On est derrière le rideau. Et là, il reste 10 secondes avant que le rideau ouvre et c'est Linda Lemay qui ouvre le spectacle. Le rideau ouvre et elle fait un accord de guitare et elle part. Tu sais, c'est ça le show. Juste avant, Linda s'installe, met sa guitare avec sa strap de guitare. Et puis là, elle fait un accord, la guitare ne marche pas. Ah, Il n'y a pas de son de guitare. La guitare est muette. Et là, le monde attend à l'autre bord du rideau. Puis là, on est prêt, mais là, la guitare ne marche pas. Là, on regarde, là, il y a un technicien qui court sur scène avec une lampe parce que là, il fait noir. Tu sais, là, il regarde ça, la batterie de la guitare, pour que la guitare sonne pour qu'on puisse la brancher, ça prend une pile, 9 volts, en tout cas dans ce type de guitare-là. une petite Et là, pile de rien la pile, Ça se trouve au oui, Dollarama, qu'on là. glisse, et là, Ouais. oui, mais c'est pas grave. Quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Ce qui fait que, écoute, on a couru, les techniciens, c'était une tempête en arrière, ils ont fini par mettre la main sur une 9 volts. Ch'tung, tung, tung, au bout de 30 secondes, le rideau a ouvert, la guitare de Linda marchait. Et bon, c'est toujours ces petites affaires-là. Donc, on n'est jamais. En fait, moi, je ferme jamais comment je dirais, la switch. Je mets jamais la switch à off le temps que le show n'est pas fini. Il faut toujours rester sur ses gardes. Dire, OK, ça fonctionne-tu? Est-ce que le télésouffleur fonctionne? Est-ce que telle lumière, telle caméra, on a-tu un problème là? Tu sais, c'est de savoir que tout fonctionne. On travaille avec des professionnels aussi, donc ça fonctionne. Mais l'inquiétude que quelqu'un ne se rende pas parce qu'il fait une crevaison, parce qu'il y a une tempête, parce qu'il a glissé, il a pris le faussaire. Bon, toutes ces choses-là font que... Mais quand tout le monde est rendu dans la salle, le soir, je suis plus inquiet. On a bien répété, la vie est bonne. On reste juste à l'affût pour savoir s'il n'y a pas une pile là, qui ne tombera pas en panne. Exact, parce que tout le spectacle, c'est une longue chaîne et une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Hein. Tu peux avoir toutes tes connexions, mais la pile, c'est ça. Voilà, c'est celle-là, cette fois-là. Et ça arrive tout le temps. Ça arrive. C'est bizarre, on dirait que les instruments de musique fonctionnent durant la répétition. Tu touches à rien et à 5 minutes avant le show, tu rouvres tes amplis, puis là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça arrive constamment. Il y a toujours quelque chose. Donc, les gens, les techniciens sont au courant de ça, ils sont à l'affût. Ben, c'est la différence. Personnellement, je trouve la différence au niveau technique entre un amateur et un pro, c'est que le pro a son backup et il y a un backup pour le backup. Il y a un fil de rechange, un autre fil. Alors là, si vous êtes entouré des bonnes personnes, je ne suis pas inquiet pour vous, ça va bien se passer. Alors, on est très bien entouré, il ne faut pas s'inquiéter. Juste pour donner l'eau à la bouche pour nos téléspectateurs avant de partir, pourriez-vous nous dire qui sera là cette année? Oui, alors, j'ai parlé de Paul Piché qui va être là.
hein, qui va nous faire, dont le thème dépend de lui. Hein. Pour aider le monde, il faut savoir être aimé, pour aider le monde. Marie-Carmen va être là. Dany Robitaille est là. On a Andréane Amalette qui sera là aussi, autrice-compositrice, qui, dans le palmarès tout le temps des chansons les plus populaires. Jeanne Côté, une jeune autrice-compositrice de Petite-Vallée qui a été nominée cette année à la disque comme révélation de l'année, qui a gagné les Francouvertes à Montréal, tout ça, super autrice-compositrice. On a un petit gars de Rimouski qui est atteint de paralysie cérébrale qui s'appelle Philippe Côté, qui va nous chanter une super chanson, je n'en dis pas plus, mais ça, je crois que ça va être un des grands moments de ce spectacle. On va avoir aussi le chœur gospel de l'école de musique de Rimouski, c'est-à-dire c'est 40 chanteurs qui s'en viennent, chanteuses, qui s'en viennent sous la direction de Natacha Poirier. Alors là, ça va nous aider. On va avoir des chansons des Beatles, on va avoir des surprises, enfin. Et tout ça sous l'animation, si on veut, de Marc-Antoine Lévesque. Et puis, on a notre chef d'orchestre, un super orchestre, 4 musiciens, des gens qui accompagnent tout le monde, Marie-Mé, justement, Damien. On a donc, sous la direction de Marianne Arsenault, qui est une fille de Rimouski. Donc, on travaille aussi. Puis, on a une section de brass, 8 cuivres, qui vont être là pour certaines chansons. Une collaboration de musiciens de Rimouski aussi. Et donc, on a notre talent, je dirais, régional. Et puis, on a mélangé avec du talent national, si on veut. Et ce qui fait qu'on se crée une sorte de belle soirée où tout le monde se reconnaît et tout le monde veut venir. Et c'est ça qui est important. Votre passion, elle est contagieuse, Monsieur Mainville. Et là, une question m'est venue en tête. Je vais peut-être la couper au montage. Je ne le sais pas encore. Complètement sur un autre sujet. L'intelligence artificielle dans le milieu des arts, de la musique. Là, on a Suno avec lequel on peut générer de la musique avec un clic. En même temps, ça peut être une aide pour quelqu'un qui est inspiré, mais qui n'a pas encore appris, qui n'a pas... Vous, votre opinion sur l'intelligence artificielle au sein de la musique? On va peut-être le couper, on va peut-être pas le couper, ça vient de me passer par la tête. Oui, oui. Ah ben écoute, ça peut être générateur de certaines idées, je crois bien. Mais moi, je suis quand même pour le musicien artisan, c'est-à-dire que il faut que tu apprennes un peu ton métier ici. Tout le monde fait tout pour toi. À quoi ça sert? Je veux dire, pourquoi tu fais ça? C'est parce que si tu joues de la guitare et tu aimes ça, pourquoi tu confierais à un ordinateur le soin de jouer de la guitare sur ta propre chanson? Ça, c'est une affaire. Ça peut aider les arrangeurs parfois à faire un petit démo qui permet d'avancer un petit peu. Mais il ne faut pas que ce soit le produit final. Ça soit un assistant à la création et non pas un fignoleur de produits. Tu sais. Puis difficile. Et ça t'arrive tout mixé dans les oreilles. Je dis, ça t'arrive près. Là. Moi, ce qui me fait beaucoup plus peur, c'est quand ça génère de la création. C'est-à-dire que si j'ai écrit une chanson et que je la passe dans Suno et qu'il me sort avec un arrangement total, avec la bass du drum et tout ça, c'est quand même moi qui l'ai écrit la drum. Ça, il y a ça. Sauf que le problème, c'est que maintenant, les gens, ils font des musiques, la musique, et là, Suno, pas Suno, mais l'intelligence artificielle va générer des paroles. Mm. Et ce qui fait que, et ça va venir, je te parie que dans 5 ans, le 3/4 des tonnes que tu vas entendre partout, ça va être des textes d'intelligence artificielle, parce qu'ils vont se dire, hey, pourquoi on attendrait le parolier? Pourquoi on attendrait la personne, le parolier? Il est peut-être parti faire l'épicerie. On n'a pas besoin d'attendre. On peut essayer le piton 2 minutes après. On a l'expertise de tous les paroliers ensemble. Non seulement c'est pas bon pour le parolier, tu sais, dans les années 20, là, quand l'automobile est arrivé à grande échelle en Amérique du Nord, puis sur le plan mondial, tous ceux qui ferraient des chevaux, là, les maréchals ferrants, là, ils ont perdu le job parce qu'on n'avait plus besoin. Le monde est en char. Alors, ça va être la même affaire, d'après moi, pour les gens, les créateurs. Il va rester les interprètes, c'est-à-dire ceux qui chantent leurs propres chansons sur scène, puis tout ça. C'est déjà commencé, il y a juste le show maintenant qui compte. Le disque est tombé complètement dans la désuétude, tu sais, la bande de disques. Alors, après ça, là, ça va être les créateurs, j'ai l'impression, qui aident les autres que ça va disparaître. Ils vont générer une sorte de musique qui va plaire à la radio parce que ça va sonner tout pareil. Puis,
il aime ça, tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui aime ça quand ça sonne tout pareil. Mais je crains pour le métier des paroliers et des compositeurs qui ne chantent pas leurs chansons. Je crois que c'est des métiers qui risquent de disparaître. Et ce que ça peut faire aussi, c'est qu'il n'y aura plus de professionnels de ça. Il va toujours avoir quelqu'un qui va écrire des chansons. Mais quelqu'un qui en écrit depuis 30 ans parce qu'il gagne sa vie avec ça, s'il en écrit depuis 30 ans, c'est parce qu'il gagne sa vie avec ça. Mais si tu n'écris puis tu ne gagnes pas ta vie avec ça, ben tu vas faire d'autres choses. Tu sais, à un moment donné, il faut bien que tu payes ton loyer, puis ton char, puis ta bouffe, puis ton frigidaire. Tu sais. Alors, l'intelligence artificielle va faire qu'il y a des métiers de création. Les illustrateurs, c'est la même chose. Hein? On s'entend que c'est pas juste la musique. Là. Tout ce qui peut être généré avec 2-3 paroles, dessine-moi un bureau avec des fleurs dessus, puis tout ça, puis ça va être la couverture de mon livre. Ben, parfait, ça se fait en 3 secondes. Alors qu'engager un illustrateur, ça peut prendre un mois avant d'avoir le dessin. Et c'est ça le défi maintenant, c'est de dire, et ça sera selon l'éthique de chacun. C'est chacun qui va décider c'est quoi son éthique. C'est vraiment, j'adore la tournure que vous venez d'amener. C'est vraiment un test éthique pour l'humain, un test moral. Est-ce qu'on se devient cyborg, on se transhumanise ou est-ce qu'on reste dans notre humanité? Moi, personnellement, sinon, ça m'a donné un coup de dépression parce que j'ai envoyé une de mes compositions guitare acoustique voix. J'ai dit, fais-moi un arrangement. J'entends un drum que j'arrive pas à manifester moi-même. J'entends une guitare électrique que j'arrive pas à manifester moi-même. Et l'arrangement était incroyable. C'était exactement ce que j'entendais. Ouais. Mais avant, ce que je faisais, que je fais encore aujourd'hui, je l'envoie à mon ami drummer. Puis j'ai dit, enregistre-moi une track de drum. Puis là, il y a un échange comme ça, il y a une collectivité. Donc, l'intelligence artificielle, sous nous, c'est un petit peu aussi la fin de la collaboration. Comme vous dites, au lieu d'appeler mon ami parolier, lui va le faire pour moi. Alors, on s'isole. Il y a un problème éthique, d'isolement, manque de collaboration, ensuite manque d'originalité aussi. Donc, c'est sûr parce que fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose qui crée, c'est quelque chose qui reproduit. Hein? C'est quelque chose qui reproduit l'ensemble. Si tu dis, je t'envoie une chanson, arrange-moi-la à la Eagles, par exemple. Hein? Hotel California, là. Ou Eagles, un peu plus country qu'Hotel California. Arrange-moi-la comme ça. Ou arrange-moi-la à la manière de Francis Cabrel. Ou arrange-moi-la à la manière de Queen. Ils vont te l'arranger à la manière de Queen. Ils vont tous prendre les références de Queen, puis ils vont le faire sonner comme ça. Mais c'est la guitare de Queen que tu entends pratiquement. Et donc, c'est l'amalgame. Hein? C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est de faire des liens entre les choses qu'on connaît. C'est ça, être intelligent. Tu sais, l'artisan là, qui ne savait pas lire puis écrire, mais seulement que quand il y avait un problème dans la maison, là, qui gossait un bout de bois, puis qui ramassait, puis qui réparait le truc là, avec son intelligence parce qu'il faisait des liens entre les choses. L'intelligence, c'est ça. C'est pas de savoir des choses, c'est de faire les liens entre ce qu'on sait. C'est ça que ça fait, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tu fais des demandes et elle fait des liens. Elle va chercher le riff de guitare de Taylor Swift mélangé avec la voix de Francis Cabrel, puis le riff de guitare de Michel Rivard, puis la bass de Mario Légaré, puis elle met tout ça ensemble pour faire un truc qu'on pense nouveau. Mais au fond, si tout le monde se met à faire ça, tout le monde va écrire la même chanson. Bon, c'est extrêmement bien expliqué, puis je pense que nos téléspectateurs vont résonner avec vos propos. Pour revenir sur la note positive, Télé-Radioton, let's go. Mon Dieu, ça te fait une longue entrevue. Oui, exact. Moi, je les aime longues. Mon patron va sûrement me dire de couper, mais sans qu'il regarde, là, je vais la mettre en onde telle que telle parce que moi, j'adore ce que vous dites et votre passion est contagieuse. Votre intelligence, les liens que vous faites aussi par rapport à l'IA aussi, je trouvais ça très pertinent. Je vous souhaite le 17 janvier, lorsqu'il y aura la prise de l'événement, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème avec les batteries, que Linda Lemay soit là, qu'elle ne soit pas coincée sur la 132. Ça va être Paul Piché cette année. Paul Piché, pardon, j'ai mélangé les noms. Pardon, absolument. Je mélangeais les anecdotes, là. Super. Je m'en allais dire Marina Orsini, en fait. Oui, tous ces gens-là. Hein, l'important, c'est que ça fonctionne. Et puis que vous soyez devant votre écran le 25 pour vérifier tout ça et puis faire le petit don. Le petit don que tout le monde aime faire. Là. Fantastique. Merci, M. Mainville. Vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci à toi, Wilson. Ça fait un plaisir de te parler. Vraiment, vraiment. Réciproque. Bonne continuation.
Le samedi 10 janvier a eu lieu au Centre culturel de Trois-Pistoles un entraînement exploratoire de Krav Maga, cet art martial inventé par les services secrets israéliens. Des techniques concrètes furent présentées aux élèves pour se battre dans des situations d'agression réelles. La salle était comble, ce qui démontre un grand intérêt de la part de la population des Basques pour la découverte de nouvelles manières de s'entraîner. Sans plus attendre, regardons l'initiation de nos concitoyens en pleine action. Bonjour, je suis en ce moment avec Frédéric Hamel au bout du fil, expert en arts martiaux et formateur pour les ateliers de Krav Maga au Québec. Monsieur Hamel, ça va bien? Oui, ça va très bien et vous? Merci de me recevoir au téléphone aujourd'hui. Merci à vous. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre parcours dans le monde des arts martiaux? Bon, je vais commencer par le commencement. Je m'appelle Frédéric Hamel, j'ai 54 ans. Je suis 5e dan Renshi en karaté jutsu. J'ai commencé les arts martiaux comme bien des gens, c'est-à-dire enfant, on touche à gauche, à droite, à différents styles d'arts martiaux. J'avais commencé par le judo lorsque j'avais 7-8 ans environ. Et après ça, je suis tombé dans le karaté Kempo. Je suis retourné un petit peu dans le judo, je recommence le karaté Kempo. Encore, je suis allé dans le Shotokan. Ça, j'ai beaucoup apprécié le style Shotokan. Et ensuite, je suis retourné avec ma plus vieille de mes filles à l'époque qui voulait pratiquer des arts martiaux. Donc, j'ai dit, papa va s'inscrire avec toi. J'ai commencé à m'inscrire avec elle. Okay. Dans les années 90. Et voilà, on a continué. Elle a arrêté. Moi, j'ai continué. Puis, ça a toujours persévéré, continué là-dedans. Puis, depuis 2007, j'ai mon dojo à Beauport, à Québec. Puis, on travaille le karaté en collaboration avec la World Kobudo Federation, John Terrien, Alain Sailly et compagnie, qui sont des mentors pour moi, dans le fond. Des modèles, des mentors, des gens avec qui que je continue à me former parce que je ne fais pas partie d'une fédération privée, comme on pourrait dire. La World Kobudo, c'est apolitique, c'est non obligatoire. Mais c'est une très grande famille mondiale. Je pense que c'est 50-52 pays qui sont là-dedans. Donc, je continue toujours à me former avec ces gens-là. Et mon parcours est là-dessus, sur le karaté jutsu. Donc, j'ai eu mon 5e dan en 2024. Je continue. Puis, avec tout ça, ça l'a amené vers le Krav Maga. Plus précisément, la fédération de l'Institut International Krav Maga Institute, IKMI, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes maintenant partie intégrante de cette fédération? Parce que la IKMI, oui. OK. La IKMI, oui. Absolument, la IKMI, oui. Donc, vous avez fait tout ce parcours-là et ça vous a amené un jour au Krav Maga. Puis là, je voulais savoir, c'est quoi, pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, c'est quoi le Krav Maga? D'abord, dans ses origines, d'où ça vient, et puis c'est quoi les utilisations qui est faites à travers le monde? Le Krav Maga, c'est un système de défense civile, policier, militaire, tactique, personnel, monsieur, madame, tout le monde, accessible aux néophytes comme aux pratiquants déjà d'arts martiaux, comme aux spécialistes en arts martiaux. À l'origine, c'est un système israélien. C'est un système israélien. Mais la IKMI n'est pas associée en fonction de ce système-là précisément. La IKMI, elle a été formée en 1999 en France. Présentement, le président, c'est M. Antonio Monfredato. Je ne peux pas vous répondre s'il est là depuis 1999, mais il est dans la boucle. Et à quoi ça sert? Former, défense personnelle, civile, militaire, apprendre à se tenir debout devant l'adversité, se mettre en forme aussi, avoir du plaisir, rencontrer, développer son corps, son esprit, son jugement. Il y a différents types de formations qui sont données avec la IKMI, tout dépendamment des pays, parce qu'avec la IKMI, c'est présent dans 26 ou 27 pays, si je ne m'abuse, tout dépendamment des pays, parce qu'évidemment, les règles civiles, judiciaires, politiques sont pas pareilles partout dans le monde, donc évidemment, on peut pas appliquer tous les mêmes principes partout dans le monde, mais les grands principes de base, ça s'applique partout. Tout ce qui est civil, ça peut s'appliquer partout, même si on est toujours régi par les lois en cours sur la légitime défense, etc., etc. Donc, l'endroit concerné.
On pourrait dire que c'est le même frame, si on veut, la même base, mais ça s'adapte aux différents pays qu'il y a, dépendamment de leurs lois, dépendamment de comment qu'on gère les combats dans les lois, si on veut. Oui, mais j'ai envie de dire que le gros bon sens va primer par-dessus tout le temps. Si on peut éviter, le but précis, c'est d'éviter justement la confrontation à tout prix, tout le temps, mais si on n'a pas le choix d'en arriver là, ben, se dire des gros mots, c'est une chose, mais d'en arriver aux mains ou à l'intimidation directe physique, on va dire, c'est autre chose ça aussi. Puis en même temps. Moi, je serais vraiment curieux de voir, parce que dans votre parcours, vous avez accumulé beaucoup d'expérience dans différents types d'arts martiaux. Alors, après avoir vu beaucoup de systèmes de combat puis les avoir expérimentés, pourquoi avoir voulu persévérer dans la voie du Krav Maga? Comme une espèce de c'est comme un peu le paroxysme de votre carrière en ce moment, là, si on veut. Pourquoi avoir choisi le Krav Maga comme une espèce d'endroit où persévérer, continuer à apprendre? J'arrête pas le karaté, pas du tout. Je m'en vais dans le Krav Maga aussi, mais je continue toujours mon développement au niveau du karaté. Toujours. J'ai mon école avec plusieurs élèves que je continue à former, etc. Le Krav Maga en est venu là parce que mon style de karaté que je pratique depuis plusieurs décennies maintenant se rapproche beaucoup du Krav Maga. Énormément du Krav Maga sur certains aspects. Vu que mon style de karaté, je ne suis pas dans une tradition ancestrale des styles qui sont centenaires de karaté, je suis beaucoup dans le développement en continu toujours, avec les nouvelles techniques, les nouvelles méthodes, avec des nouveaux katas, des nouvelles approches et tout. Ce qui fait que j'ai été vu par des gens qui ont dit, lui, ça pourrait y aller. Et évidemment, avec la Fédération mondiale de Kobudo, la World Kobudo, John Terrien et Antonio Monserrato, qui se sont rencontrés il y a plusieurs années, chacun avec leur fédération, ont commencé à échanger, à décider, on pourrait-tu faire un partenariat à un moment donné? On pourrait-tu approcher le marché canadien, le marché nord-américain avec Aikemi? En même temps, l'approche là, et tout. Donc, ils ont commencé à tâter le terrain, comme on pourrait dire, et à se diriger vers certaines personnes. Moi, j'ai beaucoup de disponibilité malgré toutes mes occupations à gauche, à droite aussi. J'ai une très grande passion, très grand intérêt pour ce genre d'approche-là, de système de défense, de combat. Et moi, j'ai envie de dire d'humanité parce que j'aime ça quand c'est plaisant. On s'est vu en fin de semaine. Je pense que tu voyais qu'il y avait énormément de plaisir à faire ce que je faisais. Oui, on n'était pas dans la discipline martiale, mais plus dans la convivialité, en effet. C'est ça. Je suis capable d'aller dans la discipline martiale, mais c'est pas intéressant pour personne. Je veux dire, on le fait, on travaille bien, on travaille fort, mais il faut avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Ça, c'est important que ce soit dans n'importe quoi. Ça, on s'entend, là. En même temps. Donc, puis avec le Krav Maga, c'est pareil. Puis vu que ça s'adresse autant à des civils qui ne connaissent pas ça du tout, que des gens d'arts martiaux. Il y a des gens d'arts martiaux qui ont des réflexes de karaté, des réflexes d'aïkido, des réflexes de taekwondo, des réflexes de jujitsu, etc., mais qui n'ont pas les réflexes de Krav Maga. Krav Maga, c'est vraiment, on garde ça simple, le plus possible. On est simple, efficace. On va pas dans on n'essaie pas d'aller dans l'art visuel, là, d'espèce de la beauté là, absolue. Là. Non, on vise l'efficacité. C'est sûr que quand c'est bien fait par des experts, c'est beau à voir aller aussi. Là. Je veux dire, mais on vise, tu te promènes dans la rue avec ton trench coat qui descend jusqu'aux genoux, ton petit sac à dos, ta caméra, t'es pas en uniforme de karaté. Là. Fait que tu peux pas être nécessairement tout bien placé, tout souple dans tes mouvements et tout, donc il faut que tu sois capable d'intervenir, peu importe la situation, comment t'es à ce moment-là qui arrive. Mm-hmm. Donc, ça devient intéressant, puis il faut s'adapter. Voilà. Justement, là, j'avais noté que dans l'atelier, c'était surtout des présentations courtes et simples entre entraîneurs pour que les élèves voient ce qu'il y a à faire. Puis après ça, ils vont tout de suite se mettre à en pratiquer ces mouvements-là et non pas faire des mouvements parfaits, mais s'adapter à la situation. Donc, je me demandais, vu que ça a l'air un peu plus lousse, où est-ce qu'on laisse les gens venir avec leur bagage qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes dans d'autres arts martiaux, est-ce qu'il est plus facile d'initier des gens au Krav Maga que d'autres styles d'arts martiaux, on pourrait dire?
Non. Non? OK. Je pense que ça dépend un peu de la personne qui vient assister l'ouverture à la nouveauté, au changement, à la découverte de la personne qui vient assister au stage, à la formation. Des cours, que ce soit des cours de karaté ou d'autres styles d'art martial précisément, quand on fait ça sur une formule de stage ou de convention, c'est jamais la même chose qu'un cours vraiment précis qui suit un programme avec des objectifs à atteindre précis, etc., etc. C'est jamais exactement la même chose. Quelqu'un qui va faire une découverte dans un style d'art martiaux XYZ, il va y trouver pour son compte aussi, il va s'amuser, peu importe. Et quelqu'un qui vient faire le Krav Maga, c'est pareil. Moi, je pense qu'il faut juste avoir une conscience large, une espèce de on y va, on go with the flow, puis on suit le mouvement, puis si le mouvement, on n'est pas capable de le faire, on va en faire un autre pour arriver au même résultat, peu importe. Mais c'est pas rigide. Fait que c'est pas tant répliquer avec exactitude les mouvements, c'est plutôt chercher à ce que ça fasse du sens en termes de défense ou... Je dirais oui, mais je dirais aussi qu'il y a des absolus, il y a des bases, il y a des choses, il y a des fondations qui sont, je dirais, des réflexes de base nécessaires. Des réflexes de base nécessaires qui viennent avec le temps à force de les pratiquer. Et une fois que ces réflexes de base nécessaires-là sont appris, notre zone de confort, qu'on pourrait dire, ben là, on peut commencer à l'élargir, on va commencer à l'élargir un peu. Et si toi, tu as un tempérament boxeur, ben, tu vas peut-être avoir plus tendance naturellement à aller vers les percussions. Si moi, j'ai une tendance, mettons, plus jiu-jitsu, ben, je vais être dans le grappling, je vais être dans l'accroche de la personne, mise au sol, le contrôle. Rendu là, je me plais à appeler ça, moi, des sujets d'étude. C'est-à-dire qu'on amène un problème, on amène un défi devant nous autres. Il y a des réflexes de base à atteindre et ensuite, on pourrait faire ça, 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 on pourrait faire plein d'affaires. Le but, c'est le chemin le plus court possible pour en arriver à l'efficacité. Oui. En Krav Maga, il n'y a pas de position de karaté, il n'y a pas de position martiale avec des grands Zenkutsu Dachi puis des Neko Ishidashi, il n'y a pas de ça. On est debout comme si on se marchait dans la rue. Sur un pas normal, normalement, mais il y a des gardes à aller chercher, il y a des postures de corps à se présenter, mais ça ne ressemblera pas à un film d'art martial de karaté de la vieille époque, les Black Belt Theater et compagnie. Là. Non, on est plus dans le day-to-day, dans le day-to-day. Puis par rapport justement au mouvement que vous avez transmis aux élèves au dernier atelier qu'il y a eu au Centre culturel, est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une bonne réception, que les gens avaient compris un peu c'était quoi la nature du Krav Maga en s'adaptant? Ça a été magnifique. Pour vrai, là, c'était avec Sensei Maxime, là, qui a son dojo à Saint-Jean-de-Dieu. Et il y a aussi un pied-à-terre à 3 pistoles. C'était magnifique. C'était au-delà de nos attentes en termes de participation, en termes d'énergie, en termes de plaisir à faire ce qu'on fait. Quand on dit qu'il y avait des ados, il y avait des adultes, il y avait un homme qui avait 75 ans qui était là. Lui, c'est un grand au niveau de l'Apkido. Il y avait du BJJ, il y avait des policiers à la retraite, il y avait des policiers qui étaient là. Il y avait toutes sortes de monde. Il y avait des néophytes totalement, toutes sortes de monde qui étaient là. Et que ça a participé, ça a bougé, ça a été vraiment plaisant. Quand tu as quitté, on a fait d'autres choses après. On a fait des techniques de bâton. Je me souviens pas si tu as quitté pendant le couteau. Oui, tu as quitté pendant le couteau, mais on a fait des techniques de bâton après. Oui, on a des images, on va les montrer. C'est ça. Puis, c'était sous formule découverte, par contre. On n'est pas allé dans la très grosse profondeur de la chose. Mais c'était pour montrer, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, au début, on a commencé avec des percussions. Boum, 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 on passe les coups de pied. Après ça, on est allé avec les couteaux, on est allé avec les bâtons, on est allé avec des jeux réflexes. C'est le plus rapide qui arrive, puis qui va l'attraper, boum, qui va y aller. Parce que c'est le même que ça se passe. C'est le même que ça va se passer. La personne ne t'enverra pas un fax avant de t'agresser. C'est un fax, moi, ça trahit mon âge. En fait, c'est une première édition, si je comprends bien. À 3 pistoles, oui. Vraiment, là, c'était la première. Maxime, on est en train de le former. Je suis en train de le former avec ma collègue Jenny pour qu'il aille ses grades d'instructeur pour pouvoir amener ça dans la région de 3 pistoles, dans le bas du fleuve.
dans le point que lui va avoir envie de pouvoir développer ça. Fait que, Ben, justement, par rapport à tout le potentiel qu'on a pu voir dans cette journée, est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir des cours plus réguliers pour les habitants des Basses prochainement? Des gens qui veulent juste essayer ou ceux qui veulent perfectionner leurs connaissances? Et auriez-vous des dates, si c'est le cas? Nous autres, on est toujours disponibles avec la Ikemi Canada plus précisément, puis notre pied à terre il est au Dojo Karaté Jutsu Krav Maga Beauport à Québec, dans le fond. Puis c'est nous autres qui sommes dépositaires, dans le fond, du développement de la Ikemi pour le Canada. Donc, oui. si se passe quelque chose au niveau du Krav Maga, on va le savoir par vous, dans le fond. On peut aller sur votre site. Ça peut, oui, mais ça peut aussi, comme là, je laissais la poussière retomber un peu, puis c'est sûr qu'on va rapprocher les propriétaires de dojo qui étaient là, déjà en même temps, pour voir la possibilité d'aller donner des stages dans leur coin, c'est-à-dire à Rimouski, à Rivière-du-Loup ou ailleurs. Là. Je me souviens pas par cœur tout le monde qu'il y avait. S'il y en a qui veulent développer pour offrir ça dans leur milieu à eux, parce que ça peut aller chercher différents types de clientèle. Il y en a beaucoup qui les arts martiaux trouvent ça impressionnant, ils trouvent ça le fun, mais il y a un petit côté discipline philosophique très, très qui aiment moins, qui ne veulent pas se lancer là-dedans. Les katas, la spiritualité martiale, les positions. Ouais, non, il y en a qui ne veulent pas se lancer là-dedans. Et il y en a plus qui disent ah non, moi juste faire d'autodéfense, combat, apprendre la bang, 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 et aller ça de même, j'aimerais mieux ça. Ben, ça peut aller chercher ce genre de personnes-là aussi en même temps. Ben oui, puis ça devient une porte d'entrée qui est moins qui semble une marche moins haute à monter pour certaines personnes, là, j'imagine. C'est peut-être l'impression que ça peut laisser, mais il est faux de dire que la marche est moins haute à monter, là, dans le sens que c'est quand on s'investit pour quelque chose de la bonne façon, ben, peu importe la marche, on va la monter. On va la monter de la bonne façon. On va la monter ensemble. C'est ça. C'est bon. En fait, donc, si on veut suivre les actualités du Krav Maga, on reste à l'affût des dojos qu'il y a dans la région parce qu'il semble avoir quelque chose qui se met en place tranquillement, pas vite. Exactement. Ça se met en place tranquillement, pas vite dans votre région. Ça va passer par Maxime Ouellette, fort probablement. S'il y a d'autres personnes qui veulent dans d'autres dojos devenir instructeurs pour la Ikemi, ben, ils font affaire avec nous autres. Puis nous autres, on va les transmettre avec eux. On est comme une espèce d'entremetteur, là, Ikemi Canada versus la maison mère qui est en Italie. C'est mondial, donc on se promène partout là-dessus et on y va. Je suis en discussion présentement avec des gens dans la région de l'Outaouais, dans la région de l'Assomption, la Naudière, là, dans la Naudière, dans le coin de Montréal, là, en montant. Là, un peu partout. En montant, ben oui, c'est notre boulot, on est là pour ça, puis faire la promotion. Et même nous autres, sans nécessairement passer par un autre dojo, le service des loisirs de Trois-Pistoles, peu importe, de Rimouski, de Rivière-du-Loup, pourrait nous approcher et dire hey, on aimerait ça donner un stage, une découverte là-bas, c'est quoi? Faut go, on va y aller. On va y aller. Et pas on se déplace, on bouge. Ben, je te souhaite de rejoindre ces gens-là parce que franchement, on a une activité d'entraînement physique pas mal intéressante, puis en plus, ça procure un sentiment de sécurité aux gens qui l'acquièrent parce que t'es plus sûr de toi quand tu te promènes tout seul dans le noir la nuit. Là. C'est pas de la magie, mais ça peut aider, effectivement. Effectivement, ça peut aider. Okay, voilà. Merci, Monsieur Hamel, pour votre temps et on vous souhaite de former encore beaucoup de gens au Krav Maga afin d'étendre le sentiment de sécurité, justement, que je disais, puis le bien-être physique à travers l'entraînement. C'est quand même une belle manière de se mettre en forme, puis de voir des gens, puis de se pratiquer, puis tout. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je te remercie beaucoup. Merci. Le 17 décembre a eu lieu une remise de dons de la pharmacie Brunet à différents organismes de charité dans la région. Comme d'habitude, je suis allé au cœur de l'action pour couvrir l'événement et j'ai eu une entrevue avec du co-instigateur de l'initiative et copropriétaire de la pharmacie, M. Camargo. On regarde. Bonjour, ici Maxime pour la télé communautaire des Basques. Je suis aujourd'hui avec David Camargo, copropriétaire de la pharmacie Brunet. Monsieur Camargo, premièrement, dites-moi, qu'est-ce qui a motivé l'initiative de donner ces dons? D'où est-ce que ça part tout ça? Ouais. Oui, et en fait, l'initiative a commencé depuis que notre arrivée.
nous avons été quand même demandés à plusieurs reprises pour des commanditaires. Dans ce cas, on voyait qu'il y avait plusieurs organismes qui travaillent pour les gens de la région, de MRC Basque. Dans ce cas, après un an, en 2024, on a décidé plutôt d'organiser cette commanditaire, plutôt au lieu de donner à des petits montants ou même de répéter parce que ça revenait au même. Donc on s'est dit, pourquoi on ne s'organise pas avec les gens de la communauté pour diriger et cibler des organismes qui travaillent pour un grand nombre. C'est là qu'on a pris l'initiative plutôt avec des employés ici de la pharmacie pour aller chercher cet organisme-là. Et les organismes ont bien accueilli l'idée. Puis, on a commencé à mettre en place dans notre système à la pharmacie, avoir un outil dans la caisse qui permet de recueillir l'argent à la demande et c'est toujours volontaire. Donc, ça a bien marché. On a fait déjà une remise en 2024, en décembre 2024, pour un montant quand même significatif. C'était autour de 7 600 $. Et maintenant, on arrive au deuxième année. 2025 et on fait la deuxième remise avec un total de 9 630 $. Donc, il y a quand même un progrès dans le taux de dons remis, on pourrait dire. Oui, mais en fait, les gens sont toujours motivés à donner. Mais aussi, je dirais que l'important, c'est que c'est l'équipe de la pharmacie qui est toujours engagée à demander aux gens et de façon volontaire, ça marche bien. Surtout que, comme je mentionnais, le système qui soit à la caisse, les gens c'est juste dire oui ou non et ensuite c'est des montants différents. Donc de plus en plus on voit que ça a augmenté par rapport à l'année passée. Oui. Est-ce que vous diriez que dans la région où vous êtes un des premiers à faire ce genre d'initiative ou c'est courant dans le milieu des pharmacies? Et je dirais que c'est pas quelque chose de commun. Je dirais que c'est particulier à cette communauté. Je connais pas d'autres organismes ou d'autres compagnies ou entreprises qui font quelque chose de semblable ici à la région. Mais je dirais que je sais qu'il y a des organismes qui plutôt font des demandes commanditaires, mais ici nous sommes plutôt allés plus proactifs au lieu de chercher à donner à chaque organisme. On dit pourquoi pas on travaille tous ensemble pour ensuite donner au même organisme. Et est-ce que vous avez des ambitions pour agrandir encore plus la cagnotte ou peut-être chercher des nouveaux partenaires qui pourraient collaborer pour faire grossir cette initiative? Mais nous avons aussi d'autres initiatives, mais pas dans la partie des dons. On fait aussi des conférences et on participe aussi avec notre équipe de laboratoire et de planchers à faire des activités plutôt sociales. Je dirais que le but principal, c'est de l'entraide. Mais possiblement, il y aura d'autres projets, mais c'est lui qui a commencé bien. Possiblement, on va l'agrandir. Mais l'important, c'est de bien les solidifier et possiblement, on pourrait faire des hybrides par la suite. Et sinon, en terminant pour l'année 2006, quels seraient vos vœux d'espérance pour la communauté à Trois-Pistoles? Mais 2026, comme toujours, on a hâte de travailler avec les gens. Et je dirais que le plus important, c'est qu'on invite les gens à un grand nombre à participer aux différentes activités qui organisent la ville et les MRC Basque. Nous, on a toujours des projets de donner plus de services en pharmacie. C'est surtout les laboratoires qui envisagent d'offrir des services plutôt dans les soins infirmiers qui s'avancent. Et ça, c'est les projets qui viennent surtout pour soutenir notre clientèle. David Caparco, merci beaucoup pour ce temps d'entrevue et je vous souhaite que votre initiative aille toujours plus loin. Merci beaucoup. Alors, j'espère que le présent téléjournal vous a plu et que vous vous sentez mieux informé sur ce qui se passe dans notre coin de pays. C'était Max Gagnon pour TCBH. Merci et bonne semaine.